Cette année, les listes écologistes ne sont pas annoncées à des scores exceptionnels, contrairement aux résultats qu'ils avaient obtenus en 2009. Cependant, leur programme de l'époque s'est retrouvé en partie mis en place et en application au sein du Green Deal européen. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Coralie Desbols. Bonjour Coralie. Bonjour David. Alors merci d'avoir accepté cet exercice de réflexion et puis pour partager un petit peu ton expérience et ton point de vue sur ce sujet qui est souvent décrié. Pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Merci pour l'invitation. Donc, Coralie Diebold, moi je suis entrepreneur. J'ai créé une agence de communication responsable qui s'appelle Yes for Com et j'interviens notamment auprès des acteurs engagés dans la transition écologique et sociale. Donc, voilà, c'est des questions que je connais et qui, je pense, sont importantes d'aborder en tant que chrétien. Ça marche. Alors ma première question, elle va être un peu ambitieuse et un peu cash. Le Green Deal européen, ou en français on dit plutôt Pacte vert pour l'Europe, a des prétentions ambitieuses. Il prévoit par exemple la neutralité carbone d'ici à 2050. Est-ce que ça serait pas un petit peu utopique? Euh, alors, je pense qu'on ne peut pas parler d'utopie à partir du moment où ça fait partie d'un corpus législatif donc, qui existe, qui a été voté par des États et par ricochet que nous aussi, on a choisi quelque part en tant que citoyens, puisqu'on choisit nos représentants, normalement. D'ailleurs, c'est un petit peu le sujet de notre vidéo, c'est de bien choisir dimanche. Donc la question du pacte vert pour l'Europe, est-ce que c'est utopique? Euh, oui et non. La question pour moi, c'est plutôt est-ce que c'est possible en fait? Est-ce que c'est Mhm. réalisable? Oui. Parce qu'effectivement, le pacte vert, le focus, c'est la neutralité carbone. Mais encore faut-il savoir ce que c'est la neutralité carbone. Est-ce Donc, que tu as envie de nous l'expliquer? ouais, bien sûr. Quand on parle de neutralité carbone, ça veut dire que on veut qu'il y ait une égalité entre les émissions de gaz à effet de serre et l'absorption de ces émissions, notamment par des puits de carbone. Ce qu'on appelle des puits de carbone, c'est tout ce qui est naturel, les étendues d'eau, les océans, les mers, etc., les arbres, les forêts, les sols qui naturellement captent du carbone. Et on parle aussi de captation artificielle du carbone, des technologies qui sont pas encore tout à fait au point, mais qui sont en train d'être développées pour capturer donc ce carbone qui est émis dans l'atmosphère par les activités humaines notamment. Donc Mhm. c'est de ça qu'on parle sur la neutralité carbone. Alors est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? La question c'est aussi qu'est-ce qu'on mesure et comment on le mesure. Parce que si on veut aller vers la neutralité, donc la neutralité c'est zéro, on parle aussi de net zéro. Peut-être que certains ont entendu parler de net zéro carbone. Ça veut dire qu'on arrive à calculer toute la masse qui est émise et donc à calculer combien on en capture par la suite. Et là, je pense que c'est plutôt sur cette question du calcul et de la mesure que c'est critiquable parce que déjà, la question de l'empreinte carbone ou du calcul d'empreinte carbone, c'est assez limitatif en fait de l'impact écologique et social, il me semble. Enfin, en tout cas, de l'impact sur l'environnement. Donc déjà, c'est qu'un petit bout de la lorgnette si on parle de transition globalement. Donc ça, c'est une question. Et aussi, qu'est-ce qu'aujourd'hui on est capable de mesurer sur, Mhm. et qu'est-ce que l'Union européenne va prendre en compte comme élément de mesure. Donc aujourd'hui, on parle de scope 1, scope 2, scope 3, scope 4 pour ceux qui sont un peu familiers du bilan carbone. Donc c'est les émissions qu'on émet soi-même par ces activités ou les émissions aussi par ricochet de ceux qui nous fournissent des biens et services. Après les émissions des fournisseurs, de nos fournisseurs, etc. Donc on peut aller très loin. Donc la question, c'est quel est le périmètre qu'on mesure et qu'on calcule et comment est-ce qu'on calcule la captation pour effectivement dire à la fin du calcul, en faisant nos petites additions et soustractions, ah, c'est bon, là, on est à zéro. Donc, je Mhm. pense que c'est plutôt un petit peu ça la question derrière et j'ai pas complètement la réponse, j'avoue. Pas de Mais c'est un petit peu la critique qu'on peut faire. Après, ce qui est intéressant, il me semble, et qu'on peut pas, enfin, je pense qu'on peut pas contredire en tant que chrétien dans ce pacte vert,
Ce qui est intéressant, c'est d'aller vers une réduction des émissions, donc réfléchir pour les entreprises. Donc le pacte vert, ça s'adresse bien sûr plutôt aux entités économiques, mais aussi en tant qu'individu. Comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte sur l'environnement? Donc ça, c'est une première question. Et effectivement, quand on est une entreprise industrielle, comment peut-être on compense ces émissions? Voilà, le mieux, c'est de ne pas les produire, si on peut. Mais effectivement, la question après, c'est comment on les compense quand on ne peut pas faire autrement. Donc là, dans la stratégie de l'Union européenne, il y a toute une partie de planter, replanter des arbres, par exemple, pour capturer, et aussi de mesurer l'empreinte carbone des biens et services qui arrivent sur le territoire européen. Parce que nous, on ne Mhm. peut pas dire qu'on est continent neutre en carbone, alors qu'évidemment, il y a des importations et des exportations. Donc, il faut calculer tout ça. Voilà, il y a un système de compensation carbone qui existe au niveau de l'Union européenne avec des calculs savants et un marché en fait d'échange de compensation carbone qui a été souvent critiqué, c'est-à-dire les entreprises polluantes pourraient acheter aux entreprises qui polluent moins des crédits pour annuler effectivement leur compensation. Donc ouais, il y a toute une question de calcul. Moi, ce qui me paraît intéressant comme réflexion de poser sur la table, c'est finalement, on critique le système capitaliste, donc système économique capitaliste, avec euh, des méthodes de calcul du PIB, de la croissance, qui sont très axées sur les chiffres, faire toujours plus de chiffre d'affaires, de générer plus de biens, plus de services, etc. Finalement, dans cette stratégie de neutralité carbone, est-ce qu'on ne retrouve pas un petit peu les mêmes marqueurs où on va tout calculer et puis on va tout compenser, on va faire des soustractions et puis ça va bien se passer? Voilà, finalement, est-ce que la question de la transition écologique et sociale, elle n'est pas plus importante que ça sur une réflexion sur les modes de consommation, sur les modes de production, sur nos attentes en tant que consommateurs, sur notre responsabilité en tant qu'entreprise? Donc voilà, je pense que ces points sont pris en compte quand même dans la stratégie européenne, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'annoncer un objectif de neutralité carbone. On ne sait pas s'il va être tenu ou pas, honnêtement, personne ne le sait. S'il est atteignable ou pas, peut-être, peut-être pas. Mais voilà, ce qui me paraît intéressant, c'est de considérer la démarche de réduction et de changement, en fait, des habitudes. Je sais pas Hmm. si ça répond bien à ta question. Oh, mais en tout cas, c'est ta réponse. Euh, Ouais. D'un point de vue pratique, je pourrais partir dans plein d'endroits. Donc, je vais essayer de rester focus par rapport aux entreprises. Euh, j'ai bien entendu ce côté où souvent c'est poussé par des personnes qui ont une vision anticapitaliste et en fait, on voit que le mode de fonctionnement est totalement capitaliste. Après, il y a plein de choses qui se passent dans les entreprises qui ne sont pas comptées. Par exemple, pendant que tu parlais, j'étais en train de penser à ma propre entreprise. Moi, je fabrique des meubles avec du bois qui est issu de recyclage. C'est-à-dire que si moi, je récupère pas le bois et que j'en fais pas de nouveaux meubles, ce bois, il est détruit. Mhm. Euh, c'est, Ça voudrait presque dire que je pourrais vendre le carbone que je suis en train de stocker. Mais en fait, je suis pas là-dedans et Mhm. ce carbone, il est stocké et personne ne le sait. Mais je vais quand même justement ouvrir à toutes les autres entreprises. Comment vont faire les entreprises qui vont devoir se plier à ces nouvelles normes? Quelles sont les solutions qu'ils ont pour pouvoir... j'ai l'impression que ça va donner... j'ai souvent l'impression, avec les décisions qui sont prises actuellement, que ça favorise souvent les grosses entreprises qui ont les moyens de se permettre d'embaucher des juristes, d'embaucher des spécialistes du sujet, d'embaucher la myriade de jeunes qui vont faire des études d'un master dans ces sujets-là, mais et les autres. Donc, Ouais. tu réponds où tu veux, mais les petits, les moyens et les grands, j'ai l'impression que ça favorise quand même les grands. Ah, ou ça défavorise les gros. Ça dépend. J'ai pas l'impression. Ça dépend. En fait, dans toutes les réglementations européennes, même les réglementations françaises d'ailleurs, il y a toujours des seuils de déploiement. Donc, effectivement, alors c'est une législation qui existe déjà hein, pour le coup parce que c'est 2021 et il y a déjà pas mal de directives et de règlements qui ont déjà été pris et qui ont déjà commencé leur mise en application hein, par rapport au pacte vert. Il y a toujours des seuils de déploiement. Donc, effectivement, ça concerne toujours les très grosses entreprises au départ.
Et sur l'application pour les TPE-PME, elle est progressive ou inexistante. Donc, ce qui pose la question du calcul, comme je disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, on veut aller vers, donc déjà, réduction des émissions des gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Mais par exemple, mon entreprise, ton entreprise, n'est pas comptée dedans. Mhm, Je ne sais pas du coup comment ils calculent. Euh, Après, est-ce que ça a les avantages ou ça désavantage les grosses entreprises? Je dirais que eux, ils y sont préparés parce que des discussions de réglementation européenne, c'est minimum 2, 3 ans. mhm, Et après, il y a le délai d'application qui peut mettre, enfin, alors déjà, quand c'est un règlement, il est directement applicable, mais une directive, il y a un processus de transposition en droit national. Donc, c'est au moins 3, 4 ans avant que ce soit appliqué. Donc, il y a quand même, les grosses entreprises sont prêtes, elles ont été préparées, effectivement, elles ont des juristes, elles ont des professionnels qui sont capables de les accompagner sur ces sujets. Pour les petites entreprises, c'est plus compliqué. Normalement, l'Union européenne doit prévoir des fonds pour aider les TPE-PME à aller vers la réduction des émissions et la compensation. Alors effectivement, après, ça dépend beaucoup du secteur d'activité. Quand on est une entreprise industrielle, forcément, on a, selon ce qu'on fait, un niveau d'émission qui va être beaucoup plus important. Simplement, une grosse entreprise, aujourd'hui, elles ont toutes fait un bilan carbone depuis déjà au moins une ou 2 décennies. Donc, elles ont déjà des stratégies en place de réduction et de compensation. Voilà. Après, bon, pour tout ce qui est industriel, il y a des parties de combustion avant, après, etc. Bon, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Après, il y a la question, effectivement, de choisir des fournisseurs qui sont déjà pas carbone. Donc, toi, ce que tu pointais toi par rapport à ton activité, quand on est déjà en économie circulaire, réemploi, recyclage, etc., on est déjà dans une stratégie de diminution des émissions. mhm, Parce que si tu utilises du bois qui a déjà été employé, c'est moins impactant que d'acheter du bois enfin, neuf qui aurait jamais été transformé. mhm, Voilà. Après, tout dépend du secteur d'activité. Moi, dans les métiers du conseil, c'est compliqué. Mon impact, il est relativement faible. Après, l'impact que moi, je peux mesurer par rapport à mon travail, c'est surtout l'impact de la communication digitale. Donc, par exemple, j'ai un calculateur d'empreinte carbone pour ça, pour mesurer la com digitale, notamment la publicité. On commence à avoir des outils pour la com print, par exemple, tout ce qui est impression. Dans l'événementiel, ils ont aussi des outils depuis pas mal d'années. Sur la production audiovisuelle, il existe des outils. Mais globalement, on sait que le secteur du conseil, ça va être moins impactant. Mais ce qui mhm, n'empêche pas de réfléchir à sa stratégie. Donc, par exemple, moi, j'ai fait décarboner mon site internet l'année dernière. Et voilà, il y a une réflexion autour de l'énergie, des ressources. Par exemple, plutôt les transports en commun qu'un véhicule. Donc voilà, il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place au niveau d'une entreprise. Mais effectivement, tous les secteurs ne sont pas concernés au même titre. Il y a des règlements spécifiques selon les secteurs d'activité mhm, et en plus selon la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même pris en compte. Après, la question, ça va être un peu les points de frottement. Quand les grandes entreprises, du coup, vont être redevables aussi du bilan carbone de leurs sous-traitants, et si un petit sous-traitant n'est pas en capacité de fournir ce bilan, parce que ça coûte aujourd'hui quand même de moins en moins, mais assez cher de faire un bilan dans les formes de l'art. Donc là, voilà, est-ce que du coup, il y en a qui vont perdre des commandes? On ne sait pas trop comment ça va se passer, ouais. mhm. Justement, un petit peu en réaction à ça, certaines listes se présentent avec dans leur programme la volonté de faire réduire ces normes environnementales qu'ils perçoivent comme contraignantes pour les entreprises et qui, selon eux, va à l'encontre de la volonté en même temps de réindustrialiser l'Europe. Comment faire, autrement dit, comment faire pour avoir en même temps des entreprises propres à l'intérieur et les portes ouvertes aux produits des entreprises qui ne le sont pas à l'extérieur? Oui, ben, c'est la question du marché européen et d'une Oui. forme de protectionnisme. Euh,
Moi, ce que je vois comme dans la réglementation européenne, ce que je vois comme un avantage, c'est, le fait, d'être, alors peut-être pas toujours compétitif en termes économiques, mais en tout cas d'être compétitif en termes d'éthique. Sur les entreprises européennes qui sont soumises à des normes. Hem, Notamment, par exemple, il y a une directive qui a été votée récemment de devoir de vigilance, où une entreprise donneuse d'ordre doit vérifier le respect des droits humains chez ses sous-traitants, même à l'étranger. Donc ça, c'est une obligation, maintenant européenne, sur les entreprises. Et finalement, c'est bénéfique parce que ça permet une croissance durable pour tout le monde. Donc ça, en fait, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que cette, croissance ou ce développement, il est durable, il est soutenable pour tout le monde? Et il y a la Mmh, question de l'environnement et de l'être humain qui doit quand même être au centre de toutes ces plans et de ces stratégies. Ça, c'est quand même important de le dire. La question, c'est la dignité humaine, le bien vivre ensemble et la capacité enfin, pas seulement survivre, mais à vivre dans de bonnes conditions. mmh, Donc c'est ça qui se joue. Euh, et en ce sens, ces normes, elles sont bonnes et ce sont des standards qui élèvent effectivement l'éthique du travail des entreprises, la responsabilité sociale, environnementale des acteurs économiques. Donc ça, mmh c'est quelque chose de positif et qui crée un avantage compétitif sur le marché. Parce que demain, ça veut dire que les entreprises qui ne respectent pas ces règles, notamment dans d'autres pays, bon, la Chine, Asie, etc., pour pas les citer, n'auront peut-être plus accès au marché européen. mh. Alors, Donc c'est pas une voilà, c'est positif. pas une question prévue, donc je vais Ouais. t'embêter. Je vais t'embêter. Je repars de ce que je vois, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je fabrique des meubles. Pendant très longtemps, j'ai fabriqué des meubles pour, des magasins bio. Oui. Et ils ont vécu vraiment une augmentation, de fréquentation, on ouvrait des magasins partout, et puis, tout d'un coup, problème, financier et l'éthique qui était, voulue par les les clients de ces magasins et bien, finalement, elle était importante, mais moins que leur porte-monnaie et au bout d'un moment, ils se sont détournés de ces produits qui étaient devenus trop chers pour eux. Est-ce qu'en allant dans ce sens-là, en mettant, tout ce qui est éthique en premier, on n'oublie pas qu'en fait, malgré tout, à part quelques militants, le porte-monnaie, a plus de poids que les valeurs qu'on souhaiterait mettre? Oui, mais en fait, je pense que ça, c'est une question un peu temporaire et transitoire, en fait. Parce qu'il me semble que plus largement, ces normes environnementales et sociales, elles seront adoptées, c'est-à-dire par un grand nombre de pays dans le monde, plus le coût baissera aussi pour ces produits. Parce que imaginons, là, alors là, c'est le cas pour, enfin ça sera normalement bientôt le cas pour les produits issus de la traite des êtres humains ou de l'esclavage moderne qui vont être interdits de marché européen. C'est-à-dire que ces produits ne pourront pas rentrer sur le marché, donc marché économique Mmh. européen, ils seront plus accessibles aux consommateurs. Donc ça veut dire que ça va laisser le champ libre pour des producteurs européens de produire peut-être plus de produits pour répondre à la demande. Bah, évidemment, il y aura un temps d'adaptation et ça fera forcément baisser les coûts. Donc ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mmh mh. Donc c'est vrai que c'est des périodes transitoires. Après, on vit une période de crise économique, alors peut-être pas sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais qui est quand même relativement grave et appuyée avec des enfin, crise sanitaire, crise économique, voilà, différentes crises qui se succèdent depuis pas mal d'années maintenant. Donc, forcément, je suis d'accord que c'est pour ça que je dis que c'est une question de dignité humaine, en fait. La question des normes environnementales, oui, je pense qu'elles sont bonnes en soi et qu'on ne peut pas le remettre en cause. C'est un avantage pour les entreprises qui ont envie de bien faire, mais ce sera aussi un avantage si ça reste accessible pour le consommateur moyen.
Mmh. et que ce soit des normes qui soient appliquées à tout le monde. Parce que, enfin, je crois que la volonté quand même des institutions européennes et gouvernementales globalement, c'est que ces normes, elles soient appliquées par tous et qu'on n'ait plus de distinction à un moment donné entre des produits bons pour la santé et ceux qui ne le sont pas, des produits éthiques et des produits non éthiques ou produits dans des conditions de travail indécentes. L'idée, je pense que c'est qu'on arrive quand même à un relèvement des minimums, enfin du standard minimum de production des biens et services en Europe. Mmh. Je crois que c'est la volonté. Après, effectivement, la question économique, elle demeure, et c'est pour ça que je parlais de dignité humaine, c'est qu'on ne doit pas adopter non plus des normes environnementales qui vont en contradiction avec le bien-être et la dignité de l'être humain. Enfin, Mmh. ça me paraît fondamental et ça, c'est à nos politiques, en fait, de se saisir de la question, notamment du pouvoir d'achat et de permettre à tous de pouvoir, consommer, des produits, qui sont bons pour eux, en fait. Mmh. Alors, je trouve ça génial. Je savais pas que l'Union européenne avait accepté de s'asseoir sur sa sacro-sainte règle de liberté de circulation des biens, en décidant de mettre, une frontière aux biens qui n'étaient pas éthiques Mmh. par rapport, à C'est en cours de discussion. Mmh. c'est en cours de discussion, c'est pas encore fait. Parce que ça s'attaque à cette décision que j'approuve et que j'appelle de mes vœux, et tout chrétien serait d'accord avec ces valeurs éthiques. Mais, les valeurs sacro-saintes de l'Union européenne sont quand même la liberté de circulation des biens et des marchandises. Ouais, entre nous, sur le territoire européen. Non, avec nous, entre nous et Ouais, avec les pays tiers, c'est marqué dans les statuts, hein, c'est gravé dans les statuts ouais, mais entre les pays membres et les pays mmh, tiers. Donc pour l'instant, après ça veut dire, je si tu me dis que c'est pas acté, je le trouve plus logique parce qu'en fait, heu, pour pouvoir le faire en vrai, il faut revenir sur les traités fondateurs, donc ça me semble un peu compliqué. mmh. Bah non, parce que les 1ers traités, l'Union européenne, c'était bien de créer un marché protégé, pour l'acier et l'industrie sidérurgique au départ. Au Donc je pense départ. que la question quand même, du protectionnisme du marché européen, elle existe à l'essence même de la construction européenne, bah, notamment, bah, avec la question de la monnaie unique et cetera, favoriser les échanges. Après, effectivement, l'Union européenne négocie des traités, qu'on pourrait considérer, bilatéraux avec d'autres entités, internationales ou avec d'autres, pays tiers, Ouais. sur différents sujets d'ailleurs économiques, mais aussi, migratoires et cetera. Hem, Après je dirais que par rapport à d'autres organisations, internationales, l'Union européenne est quand même, moins sur un principe, de libre-échange dérégulé. En tout cas, la régulation, elle a toujours fait partie quand même du projet européen. Mais effectivement, l'effet crise, heu, crée automatiquement un renfermement, enfin en tout cas Mmh. une protection sur, les entreprises et les consommateurs européens. Hem Ouais, sachant que ouais, si on admet qu'il y a des différences de standards entre effectivement ce que nos entreprises peuvent produire et ce à quoi sont soumises et des entreprises étrangères et à l'extérieur, c'est une bonne chose. Après, certaines normes de fait vont s'appliquer à des entreprises aussi étrangères qui opèrent à l'étranger, notamment par exemple, on parlait du devoir de vigilance. Ça veut Mmh mh. dire qu'une entreprise au Sri Lanka, elle va être soumise à une réglementation européenne si elle veut continuer à travailler avec des entreprises qui ont leur siège social ou en tout cas une partie conséquente de leur activité en Europe. Et ça, Mmh. c'est positif puisque ça va augmenter les normes pour tout le monde globalement. Donc, je pense qu'il, enfin, pour répondre à ta question, je pense que c'était pas clair, j'ai pas répondu précisément. Euh, je pense qu'il faut vouloir cette harmonisation des normes par le haut Mmh. parce que c'est bénéfique pour, tout le monde, nous Européens, mais aussi les extra-européens. Après, effectivement, on peut toujours critiquer les conditions d'application, le calendrier de déploiement, certaines normes techniques et cetera. Mais je crois que sur le fond et sur, la philosophie de ce qui est proposé, c'est plutôt quelque chose de bénéfique.
Mais on l'a vu avec le RGPD, par exemple, le Règlement européen pour la protection de données personnelles. Tout le monde disait que c'était impossible, que ça allait jamais marcher, qu'on n'allait jamais pouvoir imposer à des entreprises américaines le respect des données personnelles des citoyens européens. Or, c'est faux. Enfin, c'est partiellement faux, puisque ces entreprises, elles ont dû changer une partie de leurs pratiques. Très concrètement, par exemple, ne serait-ce qu'avoir des serveurs en Europe pour les comptes des citoyens européens, etc., changer leurs normes, changer certaines de leurs façons de faire. Et il y a eu des amendes qui ont été prononcées aussi par la Commission européenne et des enquêtes contre Facebook, etc. Donc, quelque part, ça veut dire que quand on se rassemble, on est quand même capable d'imposer un certain nombre de normes mieux-disantes. Bien sûr, c'est la question, mais je pense que c'est quand même mieux-disant dans notre cas, même si c'est pas parfait, à d'autres parties du monde, et ça, c'est bénéfique. Donc, je pense Hmm. qu'on peut pas, en tant que chrétien, vouloir que ces normes soient abrogées. Enfin, il me semble, après, c'est mon point de vue. Ça marche. Et pour revenir à ce Green Deal, certains, dans leur proposition, voudraient être encore plus ambitieux et plutôt que de viser 2050, souhaiteraient qu'elle soit applicable dès 2035. Alors, les normes sont déjà applicables. Donc, je reviens juste. Voilà. Mais, enfin, le pacte européen, c'est pas une Non, loi. c'est par rapport à la neutralité carbone, 2035. L'objectif 2035 pour Ouais. la En neutralité fait, carbone. alors, 2035, ça concerne les véhicules. Ouais, Donc je, voitures. donc je dis, Vas-y. la loi de base propose que l'objectif de neutralité carbone soit en 2050. D'autres disent, dans leur proposition, qu'ils voudraient que cet objectif de 2050 soit abaissé à la même date que pour les voitures, c'est-à-dire 2035. Mm. C'est-à-dire qu'ils souhaitent aller encore beaucoup plus vite dans ce sens-là. Oui, mais bon, là, je pense que pour le coup, c'est un peu irréaliste. Enfin, vu le chantier. Mhm. Après, je ne sais pas exactement sur quelles données ils se basent pour proposer ce genre de choses, mais quand on connaît le monde économique et le temps aussi, quand il y a bon, par exemple, le domaine de l'automobile, ça requiert de la recherche et développement et un certain nombre d'innovations technologiques pour pouvoir baisser progressivement les émissions bon, là, de CO2 des voitures. Du coup, donc ils sont censés être zéro émission. Donc c'est même pas net zéro ou neutre en carbone, mais les véhicules neufs, zéro émission en 2035. Mais ça, déjà, par exemple, l'industrie automobile dit qu'ils vont pas forcément y arriver. Mais ça requiert du développement et de l'innovation technologique parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc là, pour le coup, avancer le calendrier, ça me paraîtrait compliqué pour tout le monde, tous les secteurs et toutes les entreprises en Europe. Voilà, après, en plus, je pense pas que ce soit bénéfique de mettre encore plus de pression, sachant qu'effectivement, on a des pays dans l'Union européenne qui commencent à revenir un petit peu en arrière déjà sur le calendrier qui a été décidé pour aller en 2050. Donc, se mettre une pression encore supplémentaire au risque de perdre, en fait, c'est ça le problème, et de perdre certains acteurs majeurs ou certains décisionnaires politiques, ce serait un petit peu dommage. Parce que l'idée d'une Union européenne, c'est quand même d'essayer d'arriver à un consensus qui est profitable pour tout le monde, en fait. Hmm. Tu dis qu'il y a des pays qui reviennent un petit peu en arrière sur leur calendrier. Est-ce que tu saurais pour quelles raisons Non, ils mais font par cette exemple, démarche? globalement, que ce soit sur les normes environnementales ou sociales, l'Allemagne, qui est un pays très industriel, voilà, commence à dire que ça va être compliqué, quoi. C'est pas facile pour eux, il y a beaucoup de choses à revoir. Nous, en France, on a la chance d'avoir une énergie nucléaire en majorité, donc décarbonée. Euh, Mhm. mais c'est pas le cas des autres pays européens qui sont encore au charbon. Voilà. Donc effectivement, l'effort est extrême, sachant qu'en période de récession économique, il y a une question quand même d'emploi, de chômage, de pouvoir d'achat des citoyens. Donc, Hmm. moi, ce que je dis, c'est que une croissance verte ou plus durable, elle ne peut pas se faire à l'encontre des citoyens européens.
Ouais. Forcément, c'est une donnée importante. Et justement, cet exemple allemand que tu cites, je vais t'embêter à nouveau, mais, est-ce que c'est pas la preuve que, contrairement à ce que tu nous as dit au début, dans le fait que comme c'est, dans la loi, ce n'est pas utopique, est-ce que c'est pas la preuve que la loi n'est pas performative et qu'il y a la réalité et qu'il y a le réel qui doit nous rappeler à aux choses concrètes qui parfois nous fait dire que c'était une utopie, il faut peut-être revenir en arrière? Honnêtement, la neutralité carbone, je pense pas que ce soit utopique en soi. Je pense que c'est possible. Après 2050, je ne sais pas. Heu et c'est une bonne chose, en fait, d'aller vers, une transition. Ce qui est important, c'est d'aller vers une transition des modes de production et de consommation qui soient moins impactantes pour la planète et qui soient plus respectueuses des droits humains. Donc, moi, je pense que cette ambition, elle est juste, en fait, elle est correcte. Heu, voilà, la question, c'est que aussi enfin, bon, c'est basé sur les accords de Paris de 2015, et cetera. Le temps que le pacte vert soit négocié, ça a été formalisé en 2021. Mais entre-temps, il s'est passé quand même des événements majeurs dans l'histoire, de l'humanité, notamment le Covid, qui induit aujourd'hui une crise économique, très importante. Notamment, là, j'avais lu des chiffres que depuis l'année 2024, il y a un record de défaillance d'entreprise. Donc, qui dit défaillance d'entreprise, ça veut dire personne au chômage, activité économique qui s'arrête, et voilà, et dirigeants d'entreprise qui perdent tout. Mmh. Voilà, investisseurs qui ne sont pas remboursés, fournisseurs qui ne sont pas payés, c'est ça que ça veut dire en fait. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il y a d'autres événements qui viennent heurter cette ambition. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire ou qu'on ne peut pas le faire, mais peut-être que ça veut dire qu'effectivement, il va falloir revoir le calendrier. Comme je suis impertinent, je vais te dire que justement, toutes ces entreprises qui s'arrêtent, c'est très bon pour le quota carbone. Oui, pour les puristes, certainement. Après, est-ce que Dieu, il a créé l'être humain? Donc, s'il voulait, le net zéro, je pense que qu'il n'aurait pas créé l'être humain parce que c'est polluant en soi. Du coup, la question, c'est plutôt, comment est-ce qu'on fait, pour que tout le monde puisse, vivre ensemble dans de bonnes conditions? Mmh. C'est un petit peu ça qui nous occupe. De toute façon, la stratégie bas carbone ne va pas sauver le monde, hein. Voilà, il y a que Dieu qui est en capacité de sauver le monde et les êtres humains. Mmh. Donc ça, déjà, je pense qu'il faut que chacun, on se remette à notre place, que, c'est pas une stratégie, messianique, le pacte vert ou, n'importe quelle législation, qui pourrait être prise. Voilà, la question, du salut de l'humanité, elle est vraiment ailleurs. Après, entre-temps, comment, voilà, quelle stratégie on met en place pour que, ce monde, reste vivable pour tous? Et effectivement, il y a des actions individuelles et il y a des actions collectives. Notamment, les acteurs économiques ont un point important dans, dans la pollution, les émissions, de CO2 et autres gaz à effet de serre. Effectivement, certaines contribuent, plus au problème et doivent, peut-être davantage se remettre en cause dans leur façon de faire. Après, nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on a besoin de consommer autant de produits? Est-ce qu'on a besoin de consommer toujours plus, de voyager toujours plus? Enfin, je pense que ouais, il y a une question de fond. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sobriété. Et effectivement, est-ce que c'est pas peut-être aussi une sagesse biblique que d'aller vers un mode de vie plus sobre? Donc, ouais, tu vois, je pense il y a beaucoup de questions. Le discours politique, il est performateur en lui-même. Parce qu'en disant quelque chose et en le formalisant sur un bout de papier, ça le fait exister, dans le monde du réel et enfin, le monde du réel et le monde des idées. Et après, ces idées-là, elles vont avant qu'elles existent vraiment, qu'elles soient une réalité, elles vont déjà faire leur chemin dans les esprits. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui de changer les imaginaires
pour changer les modes de consommation, de production et aller vers une transition sociale écologique. Mais c'est un petit peu ça. C'est que le discours, de toute façon, il est performateur en lui-même. Parce que si ce discours, si le pacte vert n'existait pas, on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Donc, le fait qu'il existe et que quelque chose, une pierre a été posée à un moment donné, ça veut dire que ça nous oblige à nous positionner pour, contre, oui, non, peut-être, je ne sais pas, etc. Et ça va amener de toute façon un changement. Bon, plutôt positif, je le crois, c'est mon point de vue, mais de toute façon, ça va amener un changement puisque c'est là, ça existe. Après, le calendrier, il est politique et ça, on peut le laisser à nos hommes politiques de décider oui ou non, ça va le faire, ça va pas le faire. Effectivement, euh, la vie politique comme la vie économique, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas gravée dans le marque et il y a des chocs externes qui arrivent et qui peuvent remettre en cause ce qu'on avait prévu de faire. Donc ça, c'est normal. C'est la vie économique et politique. Mais en tout cas, oui, le discours, une réglementation, c'est l'ordre du performatif en fait. Parce que les entreprises, elles adoptent déjà, elles changent déjà leur discours. C'est pas forcément une réalité dans leur chaîne de production d'approvisionnement, mais demain, si elles veulent pas être taxées de greenwashing, social washing et pointées du doigt, notamment par les consommateurs qui ont des attentes, elles vont être obligées de mettre vraiment en œuvre ce qu'elles ont dit pour Mmh. être en cohérence et en alignement. Et c'est là que le point de la législation, bah, il est performateur en fait. Il permet que ça advienne dans la réalité à un moment donné. Tu vois? Donc, en fait, c'est un processus. Eh beh, merci beaucoup Coralie d'être venue, Avec plaisir. sur cette chaîne pour nous partager, tous ces éléments. J'espère que ça vous aide dans votre, réflexion du choix du bulletin que vous allez utiliser, dimanche. Merci beaucoup Coralie, tu reviens quand tu veux et puis, Merci. à bientôt chacun. À bientôt. Au revoir.